L'intelligence artificielle est partout, elle transforme nos entreprises, bouleverse nos façons de travailler et soulève autant d'espoir que de questions. Mais au-delà des mots à la mode, quels sont les véritables enjeux, opportunités et risques qu'elle porte? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les coulisses de cette révolution technologique avec le docteur Jean-Noël Amato, psychologue du travail à l'ARACT, agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et nous retrouvons donc le docteur Jean-Noël Amato, psychologue du travail à l'ARACT, pour aborder une question, pour le coup, plus que d'actualité, puisque l'intelligence artificielle occupe la surface médiatique aujourd'hui. Et nous allons nous questionner, au-delà des conditions de travail et de la qualité de vie au travail, sur la question de l'intelligence artificielle qui intègre nos entreprises. Bonjour Jean-Noël Amato. Bonjour, merci pour cette invitation. Oui, aujourd'hui, du coup, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Ça va être le sujet de 2025 pour toutes les entreprises. Il va falloir prendre le virage de l'intelligence artificielle. À un moment ou à un autre, 2025, c'est l'année de la... Alors, il y a eu les transitions écologiques, transitions économiques. Là, c'est la transition vers l'intelligence artificielle. Il va falloir, en 2025, se pencher sérieusement sur cette question. Alors, cette question est d'autant plus importante qu'il y a un certain nombre de défis. Alors, quels sont les défis principaux pour les entreprises de l'intelligence artificielle ? Alors, là, en résumé, parce qu'on va revenir en détail sur ces questions. Donc, à l'heure actuelle, c'est trouver des intelligences artificielles qui répondent réellement à leurs besoins et en même temps qui, va venir préserver l'entreprise et son mode de fonctionnement. Donc, qui est une intelligence artificielle qui puisse vraiment s'intégrer dans l'entreprise. Alors, c'est vrai que ça questionne beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de dirigeants, beaucoup d'institutions, les ministères. On voit fleurir des initiatives diverses et variées autour de l'intelligence artificielle. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu, finalement, quelles sont les représentations de cette intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, tout simplement? Et ce vers quoi on se dirige aussi, parce que on l'a vu, ça va très vite. Il y a 2 ans, on parlait à peine d'intelligence artificielle, on savait que ça existait. Aujourd'hui, qui, aujourd'hui, n'a pas utilisé à un moment ou à un autre un outil qui dispose de fonctionnalités d'intelligence artificielle, quelquefois sans le savoir? En effet. Pour ça, je vous propose un petit voyage dans le temps. Et ce petit voyage dans le temps, on va le faire à La Réunion. Première étape de notre voyage dans le temps, c'est à La Réunion, en octobre, novembre et décembre 2024. Il y a eu l'étape numéro 1 du Tour de France de l'IA qui a été lancée à La Réunion. C'est extraordinaire. À La Réunion, pourquoi La Réunion d'ailleurs? Est-ce qu'on a une explication? C'est symbolique? Qu'est-ce qui est... c'est pas que c'est symbolique, ça a été organisé par le MEDEF et en fait la plus grosse représentativité du MEDEF est à La Réunion en fait. C'est là où il y a le plus d'adhérents. D'accord, c'est une instance régionale extrêmement dynamique, le MEDEF Réunion, est donc à l'origine de ces journées sur l'intelligence artificielle. Et donc là, il y a eu trois événements qui sont vraiment majeurs. Le premier, donc, c'est Grégory Renard, qui est vraiment le spécialiste de l'intelligence artificielle en France et à l'international. Et donc là, il était en visioconférence pendant l'AG du MEDEF. Il a fait une conférence qui était absolument extraordinaire sur l'intelligence artificielle générative, en disant il faut à tout prix que les entreprises prennent le virage de l'intelligence artificielle, et en disant également ok, mais là je vous parle de l'intelligence artificielle générative, ok, c'est sympa, mais attendez de voir ce que vous allez voir à d'autres types d'intelligence artificielle beaucoup plus élaborées, avec des architectures beaucoup plus profondes, qui seraient capables même pour certaines de reconnaître les émotions, qui est quand même la spécificité humaine. Et donc voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Il y a eu d'excellents échanges pendant cette conférence. Alors, donc, il était
à la Silicon Valley en visio, mais malgré le décalage horaire, c'était vraiment super. Et on en est aussi arrivé à la question du OK, les intelligences artificielles peuvent faire de plus en plus de choses. Et pendant toute sa présentation, en fait, à chaque fois qu'il donnait un exemple, c'était OK, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de faire ça, j'ai vérifié, ça fonctionne. J'ai demandé à l'intelligence artificielle ce qu'elle pouvait me dire à propos de tel site touristique. Je suis allé vérifier, ça correspond au marché, ça correspond au site. Donc à chaque fois, il vérifiait ce qu'il demandait à l'intelligence artificielle. Et du coup, une des questions qui lui a été posée, ça a été de dire, OK, mais pour des entreprises, là, à l'heure actuelle, on a besoin d'aller plus loin que de vérifier. Il faut qu'on puisse finalement déléguer des choses à l'intelligence artificielle. Et là, du coup, sa réponse a été de dire, sur l'intelligence artificielle générative à l'heure actuelle, déléguer sans vérifier, ça reste un peu sport, ou alors il faut être très confiant. Mais sur les prochaines évolutions de l'intelligence artificielle, justement, c'est pouvoir avoir une intelligence artificielle dans laquelle on pourrait avoir confiance et on pourrait lui poser tout type de questions et on pourrait s'assurer de ses réponses. Alors, je pense que vous mettez le doigt sur un concept clé, la question de la confiance. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle nécessite toujours du contrôle, c'est-à-dire que les intelligences artificielles génératives nécessitent de la part des personnes qui les interrogent d'être en capacité de contrôler, donc de ne pas faire une confiance aveugle dans ce qui est apporté. Donc ça, c'est effectivement des constats que nous faisons tous dans les tests et essais que nous pouvons effectuer sur l'intelligence artificielle, mais tout cela va bien évidemment évoluer. Par rapport à l'intervention de Luc Julia, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit, Luc Julia? Alors, donc, Luc Julia, c'est quand même, alors pareil, un expert de l'intelligence artificielle. C'est le concepteur, enfin, un des co-concepteurs de l'assistant vocal Siri de l'iPhone. Aujourd'hui, il est directeur scientifique chez Renault. Alors, il a un point de vue beaucoup plus critique sur l'intelligence artificielle en disant, finalement, l'intelligence artificielle, c'est sympa. On a fait des intelligences artificielles qu'on a tenté de généraliser au maximum. Donc, elles puissent faire tout un tas de tâches. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est de dire, OK, ça c'est sympa, on s'est amusé à faire des supra-intelligences artificielles. Mais finalement, ce dont on peut être sûr et ce avec quoi vraiment on peut travailler, c'est des intelligences artificielles qui sont vraiment spécifiques. Très spécialisées, voilà, donc, pour la santé, pour l'industrie, pour la conception, pour l'assistance. Des process de réponse qui sont un peu plus cadrés. Parce que du coup, ces intelligences artificielles vraiment générales, alors, il y a la question elles sont en possibilité d'halluciner, donc de fournir des éléments de réponse, mais des éléments de réponse qui sont très crédibles. Moi, la première fois que j'ai interrogé une intelligence artificielle en disant j'ai besoin de ressources et de références bibliographiques, elle m'en a pondu des références bibliographiques. Et quand je suis allé vérifier, en fait, elles n'existaient pas. Enfin, alors, l'auteur existait parfois, mais il n'avait jamais écrit sur l'article avec le titre qu'elle m'avait donné, ou parfois la revue n'existait pas. Enfin, mais cela dit, ça restait hyper crédible. En première lecture, j'étais là, waouh. C'est extrêmement crédible. Donc du coup, cet esprit critique de la part de la personne qui interroge, et notamment lorsqu'on s'intéresse à des questions à fort contenu, en attente de contenu intellectuel ou scientifique, il va falloir aller vérifier, il va falloir être en mesure d'interroger aussi convenablement cette IA pour obtenir les résultats que l'on veut obtenir. C'est ça, alors être en mesure de l'interroger, mais c'est aussi l'alimenter avec des données dont on est sûr. Parce qu'à l'heure actuelle, l'IA se fournit sur un peu tout ce qu'elle peut trouver. Donc Wikipédia, même si la base de données de Wikipédia est quand même plutôt robuste, ça reste une encyclopédie en ligne avec parfois on peut faire des petits trucs un peu rigolos. Moi j'ai fait dernièrement une page Wikipédia qui s'appelle Un Français sur 3 où j'ai référencé toutes les enquêtes avec 33% des Français pensent que. Et du coup ça m'a fait marrer. Mais, donc on peut faire des petits trucs un peu rigolo, et à côté de ça, Wikipédia est quand même une base assez sérieuse. C'est pareil sur, on en discutait tout à l'heure, mais sur les principes de traduction, les sources de traduction qui ont été utilisées, c'est le Conseil de l'Europe.
tous les rapports et tous les textes de loi du Conseil de l'Europe sont en fait retraduits en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en italien, enfin tous les pays qui constituent l'Europe. Et du coup, en fait, les IA pour la traduction ont été téléchargés l'ensemble de ces documents qu'ils peuvent facilement mettre en parallèle. Et du coup, quand on leur demande de traduire, elles vont piocher les mots correspondants. Voilà, et elles le font de mieux en mieux. À l'heure actuelle, pour le coup, les traductions français-anglais sont vraiment excellentes, avec parfois des petits trucs. Je repense, parce que j'ai eu une stagiaire dernièrement qui nous a rendu son mémoire, et du coup, il était demandé dans son mémoire de faire une traduction du résumé de son mémoire en anglais. Et du coup, elle a parlé du tiers facilitateur, donc la personne tierce. Et en fait, la traduction, c'est un tiers de facilitateur. En fait, c'est pas une personne tierce. Donc, du coup, c'était assez rigolo, mais il faut quand même un peu vérifier ce qu'elle dit. On peut pas tout de suite copier-coller. C'est ça, il faut être quand même là aujourd'hui encore, donc cette capacité à avoir un regard critique sur ce qui est produit et voir identifier éventuellement les manquements si on n'obtient pas ce que l'on souhaite obtenir. Oui, c'est vraiment faire preuve d'esprit critique, mais aussi de réflexion sur le contexte dans lequel on utilise telle ou telle phrase ou tel ou tel mot. Et du coup, je reprends parce qu'il y a un élément qui me semble important aussi de dire, et on en parlait également donc voilà, ils se sont basés sur l'ensemble des textes du Conseil de l'Europe pour les traductions, mais le Conseil de l'Europe, le 30 mai 2024, a publié l'IA Act. C'est un texte de loi qui impose en fait, lorsqu'on innove sur une intelligence artificielle, lorsqu'on veut développer une intelligence artificielle, en fait, ce texte dit, OK, je ne vous empêche pas d'innover, vous pouvez programmer, faire tout ce que vous voulez, mais par contre, vous devez vous assurer que les données que vous utilisez, ce sont bien des données publiques, ce sont des données que vous pouvez facilement manipuler, ou si vous les récupérez. Alors, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, on peut très bien récupérer l'ensemble des dates de naissance de tous les Réunionnais et pouvoir dire, en moyenne, les Réunionnais, à l'heure actuelle, ont tel âge. Voilà. Sauf que la date de naissance, c'est une donnée personnelle. Et donc, l'IA Act dit, OK, vous avez récupéré toutes les dates de naissance de tous les Réunionnais, vous ne pouvez les utiliser que pour donner l'âge moyen. Si vous les utilisez pour d'autres applications, alors je ne sais pas quelles pourraient être les applications, mais ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas moi, aller vérifier tous les Réunionnais qui ont moins de 25 ans et hop, aller mettre en corrélation sur quelles sont leurs pratiques d'achat d'ordinateurs, de télé, de jeux, de location de films, de cinéma. Et du coup, voilà, on pourrait utiliser ces données un peu pour manipuler en disant on sait qu'ils achètent particulièrement ce jeu-là avec tel personnage, on va faire un film avec ce personnage-là parce qu'on sait que normalement, en toute logique, ça devrait fonctionner. Et l'IA Act est prévu pour protéger de ça. Pour protéger, c'est-à-dire qu'en fait, on clarifie un peu les choses, que finalement, l'univers du big data ne date pas d'aujourd'hui. Les données publiques sont déjà largement utilisées et instrumentées pour prendre des décisions, pour faire des choix marketing, etc. Mais là, on va un petit peu plus loin, considérant que l'intelligence artificielle peut aller elle-même beaucoup plus loin dans l'exploitation de ces données. C'est ça. Et du coup, l'IA Act, c'est vraiment fait pour... c'est pas pour empêcher de tourner en rond ou pour contraindre la créativité sur la programmation de l'IA. C'est vraiment pour protéger l'utilisateur final, pour protéger le public. C'est pas Alors, la question qui se pose, c'est quels sont les moyens que nous avons pour imposer notre vision du monde d'un point de vue de l'IA, puisqu'il y avait des visions différentes entre la vision américaine, chinoise, russe. Tous les grands empires actuels vont se battre sur ce terrain de l'intelligence artificielle pour prendre des parts de marché, voire on le sait aussi que l'industrie militaire est extrêmement friande aujourd'hui d'intelligence artificielle. Donc on verra. Je pense que là, on ne peut pas avoir de conclusion sur le sujet, mais on peut poser des questions
questions malgré tout. Oui, alors on peut poser des questions, mais c'est des questions qui se posent et qui s'imposent hein, malgré tout. Hein. C'est toute la question de l'éthique. La question de l'éthique, qui est une question majeure, sachant qu'on en parlait un petit peu en off, mais certaines, aujourd'hui, grandes puissances ont les moyens d'imposer des lois extraterritoriales depuis très longtemps déjà. Donc la question, c'est est-ce que nous, Européens, avec notre REACT, on arrivera effectivement à faire respecter notre vision du monde de ce point de vue? Alors, j'espère, parce que moi j'alimente, hein, je laisse j'ai des traces sur Internet, donc autant je me dis, finalement, l'IA Act va un peu protéger ces traces-là. Bien sûr. Voilà. Mais surtout, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que c'est en aucun cas un texte de loi qui va venir contraindre la créativité. Rien n'empêche une entreprise. La seule chose que ça contraint, c'est OK, vous voulez. Il faut respecter un certain nombre de règles pour protéger les auteurs, les utilisateurs, etc. Et encore, les règles sont assez larges. Sont assez larges. Alors, Jean-Noël Amato, je pense qu'on pourrait faire une causerie entière sur le sujet. Peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs, parce que c'est extrêmement intéressant. Mais à La Réunion, finalement, cette histoire d'intelligence artificielle et des corporations métiers a démarré déjà en 2023. Oui, c'est ça. Alors la première fois où j'ai été invité pour parler sur l'intelligence artificielle, c'était en octobre 2023 et c'était le congrès des DAF, donc directeurs administratifs et financiers à La Réunion. Et du coup, le titre est plutôt intéressant. Hein, c'est DAF et IA, de la fiction à la réalité. Là, l'idée, c'était vraiment de rassurer les DAF en disant, mais attendez, l'IA, dans la fiction, oui, ça pourra faire ça, Skynet, Terminator, pas de souci. Mais la réalité, on en est encore loin. Mais alors, par contre, du coup, ce qui était intéressant, c'est que, alors j'ai eu l'occasion donc d'animer un atelier sur l'IA, et dans le fond, les interactions que j'ai pu avoir montraient bien qu'il y avait une parfaite connaissance de ce que c'était que l'IA, comment on pouvait la définir, comment on pouvait lui donner un périmètre d'action sur ce qu'elle pouvait faire ou ce qu'elle ne pouvait pas faire, et en même temps, une surévaluation de « ouais, mais comme elle sait faire ça, elle pourra faire ça ». Ben oui, mais elle pourra, c'est dans le futur. C'est dans le futur. Alors justement, en parlant finalement du thème qui vous intéresse, votre cœur de métier, c'est la qualité de vie et les conditions de travail. Hein, au niveau de la REACT Réunion, vous dépendez d'une association, enfin vous n'êtes plus une association d'ailleurs, vous êtes aujourd'hui dépendant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité. Et vous avez mené lors de la semaine de la QVCT La Réunion, en collaboration avec la DETS et la CGSS, une semaine où vous avez réfléchi sur ces questions de l'intelligence artificielle dans les entreprises. C'est ça. Alors, on a eu la chance, donc ça, c'était en juin 2024, du coup, donc pendant la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, hein, donc avec la DETS et la CGSS Réunion, on est vraiment allé sur l'IA et la santé au travail de demain. Quels vont être les impacts et ça, du coup, c'était pareil, c'était très rigolo. Donc, j'ai pu récupérer un certain nombre de données que je vous représenterai un peu plus tard. Mais en tout cas, c'était vraiment super. Donc, on a fait plusieurs petits ateliers sur l'IA. Pareil, on est revenu sur, OK, on a un public là de salariés. Comment vous définissez l'IA ? Et du coup, c'était très drôle parce que moi, j'ai pu remettre ça en parallèle avec les DAF en 2023. Donc, j'ai plusieurs sources de données. Il y a vraiment une évolution dans ces définitions. Et du coup, donc, dans ces définitions, en octobre 2023, j'avais il existait trois types d'intelligence artificielle. Soit c'était des intelligences artificielles qu'on appelle limitées. Ça veut dire elles ne font qu'une seule tâche. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle limitée. Elle ne fait que générer du texte, mais elle le fait très très bien. Et puis arrive l'intelligence artificielle qu'on appelle générale, qui est capable, elle, de raisonner. Et puis du coup, ensuite, les supra-intelligences artificielles, donc c'est des intelligences artificielles qui seraient capables de dépasser les capacités humaines. On n'y est pas encore, mais on se rapproche quand même de l'IA générale. Et en juin 2024, du coup, on arrive sur 7
types d'intelligence artificielle. Finalement, l'intelligence artificielle limitée, ok, elle est limitée à une tâche, mais on s'aperçoit que ces tâches, soit elle le fait en fonction de règles qu'elle va venir répéter à l'infini, soit elle le fait vraiment dans un cadre et un périmètre qui est vraiment limité à cette action. Et c'est ce que Luc Julia disait, finalement, l'avenir de l'intelligence artificielle, en tout cas pour les entreprises, c'est vraiment de trouver l'intelligence artificielle limitée, mais qui répond exactement aux besoins de l'entreprise. Et puis ensuite, après, apparaît donc les IA générales, les IA qui sont capables d'auto-apprentissage, jusqu'au deep learning, voilà. Et pareil, l'IA Act ne s'applique que pour les intelligences artificielles, enfin les intelligences artificielles générales et celles qui sont censées être dépassées, ces intelligences artificielles générales. Mais du coup, rien n'empêche de développer sa petite intelligence artificielle limitée à une tâche, à une règle bien précise. Et là, vous n'êtes pas soumis au fameux IA Act. Alors les questions de l'IA Act, enfin, je veux dire, c'est évidemment à un moment donné, lorsqu'on a une telle technologie qui émerge, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, donc on est face à un inconnu et face à des questionnements qui vont peut-être aussi qui remettre en cause même la question de l'humain face à la technologie, de son rôle sur Terre, enfin, et au-delà, puisqu'on voit quand déjà on va aller coloniser d'autres planètes. Cette intelligence artificielle encadrée par des règles éthiques, elle va aujourd'hui être utilisée dans les entreprises à des fins évidemment d'avantages compétitifs, mais dans le quotidien de vous, en tant que... Ce qui vous intéresse aussi, c'est le quotidien des salariés. Et donc, qu'est-ce qui ressort de cette semaine sur la qualité de vie et les conditions de travail, justement, et de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Qu'est-ce qui ressort de cette semaine? Alors, en fait, il n'y a pas tant d'inquiétudes que ça. En tout cas, les personnes qu'on a rencontrées pendant cette semaine étaient plutôt enthousiastes face à l'intelligence artificielle, à l'impact possible sur les conditions de travail. Mais du coup, comment dirais-je, à l'heure actuelle, on est plus sur des questions de... comment cette intelligence artificielle peut être mon assistant, comment elle peut m'aider, et plus une recherche de questions un peu fondamentales plutôt que de questions pratiques sur l'intelligence artificielle. Là, 2025, il va falloir se poser des questions pratiques. Mais en 2024, on pouvait encore se poser des questions fondamentales. D'ordre plutôt philosophique, si on peut dire, voire éthique. Alors, par contre, vous avez quand même, à l'occasion de cette semaine, vous avez quand même travaillé et vous avez abouti à la rédaction d'un rapport ou d'un guide, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui s'appelle l'IA, quoi ça il est 2024. C'est ça. Vous pouvez le montrer, hein, vous l'avez amené en format physique, donc on peut lui montrer à la caméra. Alors du coup, je suis assez fier de... Voilà. Bah oui, vous pouvez être fier parce que vous en êtes l'auteur. C'est ça, l'IA, quoi ça il est. C'est 10 réponses sur l'intelligence artificielle, de sa définition, avec tous les types d'intelligence artificielle, mais on a été également rechercher les définitions officielle, hein, le Conseil de l'Europe donne une définition de l'intelligence artificielle. L'INRS, hein, l'Institut national de recherche et de sécurité, pareil, a défini l'intelligence artificielle. Donc l'INSERM également donne une définition de l'intelligence artificielle, alors plus orientée sur les besoins médicaux, mais voilà. Et donc on a vraiment compilé toutes ces questions. Et pour en arriver finalement à des... Alors là, il est sorti donc en octobre 2024, hein, donc on l'a commencé, émerger juin 2024, et puis publication officielle octobre 2024. Et depuis octobre, on a quand même pas mal d'échanges avec des salariés, des directeurs d'entreprise, des dirigeants, des consultants également. Donc il y a des chapitres qui ont plus de succès que d'autres. Donc un des chapitres qui marche le mieux, c'est la question de l'IA peut-elle être prédictive, d'après vous? Est-ce qu'elle peut être prédictive?
Peut-être. Est-ce qu'elle peut voir l'avenir? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour une entreprise, la question, c'est de savoir, j'imagine, si un choix ou une décision va apporter les effets attendus, par exemple. Alors, en effet, elle peut être une aide à la décision, ça, et elle le fait très très bien. Mais à l'heure actuelle, l'IA malheureusement n'est pas prédictive, elle ne peut pas anticiper le futur, l'avenir. Mais par contre, elle a une très très grande capacité, c'est de pouvoir emmagasiner l'ensemble des données qui ont été produites par l'entreprise, par les chaînes de production, par les salariés, par tout le monde, et elle peut du coup générer des modèles prédictifs. Et en fait, elle va donner ce qu'on utilise le plus souvent à l'heure actuelle, c'est des modèles, ce qu'on appelle des modèles linéaires, ça veut dire comment va évoluer tel ou tel paramètre. Et du coup, elle va donner 3 types de réponses. Soit un modèle, elle va générer un modèle optimiste, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, soit un modèle pessimiste, ou ce qu'on appelle un modèle modéré. Et c'est aussi ce qui est utilisé à l'heure actuelle sur, par exemple, les accords de Paris avec je ne sais pas si vous voyez les graphiques sur plus 1,5 degré, oui, plus 4,5 ou l'autre c'est moins 1 degré. Et en fait, ça correspond moins 1 degré modèle optimiste, modèle modéré plus 1,5 degré, modèle pessimiste plus 4,5 degrés. Donc ça peut être utilisé dans de nombreuses applications à partir du moment où on a la donnée. Donc ça, c'est vraiment le chapitre qui a le plus de succès. Marché. D'accord. Y en a-t-il un autre? Et alors, il y en a un autre aussi qui a bien marché. C'est celui sur, OK, mais quels sont les principaux domaines d'application de l'intelligence artificielle dans le monde professionnel? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a comme données? Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire, à quoi ça sert? Qu'on ne peut pas faire. Et donc ça renvoie à Laboria. Donc c'est un laboratoire sur l'intelligence artificielle et qui du coup publie quand même relativement régulièrement. C'est un laboratoire donc il y a l'INRIA, je crois, le ministère du Travail, de l'Emploi et des Solidarités. Vous avez la Matrice qui est une organisation qui réfléchit sur ces sujets. Enfin, oui, on a derrière des grands acteurs, quoi. Donc c'est ça, et des acteurs robustes. Quand ils font une enquête, ils le font correctement. Et du coup, donc sur ce chapitre-là, on a pu aller récupérer finalement les grands domaines d'application. Donc il y a sur le langage écrit, ChatGPT, c'est de la génération de texte, génération de langage écrit. Sur l'apprentissage automatique, l'automatisation des tâches, la vision. Et puis on a aussi la détection de défauts ou d'anomalies, ce qu'on appelle aussi la détection de signaux faibles, et ça marche plutôt bien. Et puis du coup l'autonomie, les machines autonomes. Donc là, à l'heure actuelle, sur ce tableau, on peut voir aussi quelques différents exemples d'applications. Donc sur l'analyse du langage écrit, alors l'analyse d'éléments subjectifs, on y arrive bien. Elle est même capable à l'heure actuelle de générer, de comprendre les émotions. La détection de défauts dans le texte, elle le fait hyper bien. Moi, je lui demande souvent de corriger ce que j'écris. Mais alors, par contre, la génération de rapports automatisés, je l'ai mis en rouge parce que ça nécessite encore d'être relu, d'être contrôlé, d'être supervisé par un humain. On ne peut pas faire une confiance aveugle aujourd'hui au travail d'une IA générative de génération récente. Voilà. Mais ça va venir. Prochainement, ça va très vite. Ça va aller en accélérant. Sur les apprentissages automatiques, je l'ai mis en orange, c'est les fameux modèles de prédiction, un modèle optimiste, pessimiste, modéré. Ça, statistiquement, on est très bon. Après, à voir sur comment on peut encore affiner ce dispositif-là, mais c'est vraiment plus de l'ordre des statistiques. Sur l'automatisation de tâches, alors ça, on a bien développé. Les chatbots et les callbots, ça marche super bien.
Aujourd'hui, vous appelez votre opérateur téléphonique. La première chose que vous avez en face de vous, c'est un chatbot qui va du coup vous dire OK, quel est votre problème, appuyez sur telle touche, à qui vous voulez parler. Et ils sont aujourd'hui capables de comprendre tous les accents, même les mots qu'on ne fait qu'amorcer. Ils sont capables de les finir. Donc ils sont vraiment très très bons. Les traitements automatisés de factures, mais dans le fond, là, c'est juste aller chercher des cases, ça, on y arrive très très bien. La gestion des processus de production, donc ça, c'est le lean management. Et là, pareil, en fait, ils vont se baser un petit peu sur les modèles prédictifs, et donc du coup, ils vont être capables de pouvoir générer en disant, attendez, là, il faut qu'on passe commande, parce que le temps que ça arrive, et vu la vitesse d'utilisation, si on passe commande maintenant, on va pouvoir avoir ce qu'on a commandé à l'instant T, au moment où on n'en aura plus dans le bac dans notre entreprise. Le camion devrait arriver pour nous réalimenter. Sur la vision, donc surveillance et sécurité, on n'y est pas encore, et puis ça pose quand même aussi beaucoup de problèmes éthiques, cette fameuse surveillance des salariés. Les systèmes de reconnaissance d'image, pareil, je l'ai mis en orange. On est parfois très bon, enfin les intelligences artificielles sont même très très bonnes, elles sont capables sur une radiographie de pouvoir dire là ok il y a une fracture, là il y a peut-être une cellule cancéreuse, il y a peut-être quelque chose, mais pareil ça nécessite une supervision humaine parce que oui ça va orienter et donner une indication, mais c'est pas forcément... Après, le système humain fait que parfois, on peut avoir un grain de beauté. C'est pas si grave que ça. L'IA va tous les détecter, mais par contre, ça nécessite quand même un peu du regard humain pour dire celui-là, il est à risque, celui-là, il est juste là parce qu'il est là. Et puis après, sur les machines autonomes, un véhicule autonome, on est de mieux en mieux avec pareil... ça, c'était les premiers travaux sur l'éthique, sur les véhicules autonomes, avec finalement le véhicule autonome, son but, c'est d'éviter les accidents. S'il est dans une situation où il ne peut pas éviter l'accident, donc par exemple, il est sur une route et il y a une personne âgée qui traverse et un enfant qui traverse. Qu'est-ce qu'il choisit ? Qu'est-ce qu'il choisit ou qu'est-ce qu'il ne choisit pas. Mais voilà, ça a été toute une réflexion. Alors aujourd'hui, les véhicules autonomes ont tendance à privilégier véritablement la sortie de route plutôt que d'écraser les personnes. Mais sur les premiers paramètres qui étaient implémentés, c'était de dire il faut que tu choisisses ce qui potentiellement va faire le moins de dégâts. Donc le moins de dégâts, c'est ce qui est petit. Oui, mais c'est un enfant. Voilà, mais en tout cas, il y a des domaines sur lesquels on est très performant, d'autres sur lesquels ça nécessite encore des réflexions, du développement, et puis des sujets sur lesquels on a vraiment des difficultés, la génération de rapports automatisés, la surveillance, voilà. Alors là, donc, vous nous avez effectivement présenté une série de domaines d'application. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On voit que ça évolue tous les jours, que les gains de productivité peuvent être extraordinaires, qu'il y a des fonctionnalités nouvelles qui peuvent apparaître dans différents métiers. Donc les métiers vont évoluer aussi dans l'entreprise. Les rapports... les rapports d'organisation, l'organisation, les rapports au management, tout ça va évoluer. Donc, sur cet atelier qui a été organisé en juin 2024, il y a des résultats qui vous paraissent très, très impactants. Oui, alors c'était un résultat qu'on avait trouvé, qui a été publié donc en 2021 sur l'IA, comment va-t-elle changer nos vies ? Et du coup, on avait donc différents petits camemberts. 35% des répondants avaient dit ça va avoir un impact sur l'éducation, la sécurité, l'emploi, transport, divertissement, coût de la vie, etc. etc. On est sur des scores qui sont quand même relativement élevés. Et puis tout d'un coup, sur ce graphique-là, qui est donné par Statistica, qui est plutôt bon, ils ont dit, voilà, c'est une enquête sur 28 pays, 19 000 personnes, entre novembre et décembre 2021. Voilà, la source, l'Ipsos, ok. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, mais cet impact sur l'éducation, sur la sécurité, sur l'emploi,
dans quel sens ça va aller? Est-ce que ça va venir dégrader tout ça ou est-ce que ça va venir améliorer Donc il a fallu qu'on fasse pareil, preuve d'esprit critique et qu'on aille rechercher la source de ces données. Et donc quand on va rechercher la source, déjà la question est un peu plus précise. C'est quel va être l'impact de l'intelligence artificielle dans les différents domaines, mais dans les 3 à 5 ans. Donc ça veut dire qu'en 2021, là, on est à l'heure actuelle sur la fenêtre temporelle de la question. Et surtout, quel va être cet impact en fonction d'une augmentation de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc on retrouve à nouveau, plus on utilisera l'intelligence artificielle dans les 3 à 5 ans, plus elle aura un impact dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'éducation, les transports, la maison, etc., etc. Ok, c'est super, mais du coup, ça ne nous renseigne toujours pas sur quel va être le sens du changement. De ce changement. Et le sens de ce changement, on s'est posé un peu après. Est-ce que ça va venir améliorer ou worst dégrader ces différents domaines. Et là, du coup, ça change quand même. Ce qui va venir améliorer, l'IA aurait un impact positif et venir améliorer les choses. Alors, on retrouve quand même l'éducation, mais par exemple, la sécurité diminue. Il y a plus, elle passe en donc là, 5e, 6e position. Ouais. Alors qu'elle était précédemment en seconde position. Pareil, le coût de la vie du coup diminue, l'environnement, l'impact positif reste... Alors, c'est vrai que nous, quand on voit éducation, learning, ça montre aussi, on est aussi dans un cadre d'un partenariat université ANACT, ARACT, donc on a ici cette partie éducative, on voit l'importance, effectivement, on va améliorer, donc il faut se poser la question, on est d'ores et déjà en train d'interroger ces questions d'intelligence artificielle pour effectivement comment est-ce qu'on accompagne notre jeunesse et la formation tout au long de la vie, bien sûr, à l'appropriation de l'intelligence artificielle pour que nous soyons en France et ailleurs, en Europe, à la hauteur des enjeux qui s'annoncent avec cette intelligence artificielle. Par contre, effectivement, comme vous le précisez, il y a quand même une vision un petit peu plus négative sur les coûts de la vie, la liberté, la sécurité. On voit que ça n'a pas le sens, ça diminue. Alors, mais du coup, j'en profite pour rebondir sur cet accompagnement sur l'éducation, l'IA et l'esprit critique, mais pareil pour les entreprises, il faut les accompagner. Comment on peut les accompagner? C'est à travers les accords d'entreprise. Et du coup, en décembre 2024, ça c'est tout récent, c'est le CNAM et le CET, alors j'ai oublié ce que c'est, je l'ai noté quelque part. C'est Centre d'études de l'emploi et du travail, le CEET, voilà, je savais bien que je l'avais noté, qui du coup a publié un petit rapport sur, ok, mais les accords d'entreprise, est-ce qu'il y en a eu qui ont été passés sur le champ de l'intelligence artificielle? Donc il suffit d'aller sur Légifrance et on peut récupérer tous les accords d'entreprise qui ont été déposés. Et donc là, ils se sont arrêtés sur 2017-2024. Et du coup, on a finalement le top 3 des entreprises qui s'intéressent à l'intelligence artificielle ou qui ont passé des accords d'entreprise pour intégrer l'intelligence artificielle. C'est l'information et la communication, le champ de la finance, donc les directeurs administratifs et financiers se posent la question de l'IA depuis un petit moment déjà. L'industrie manufacturière, c'est l'industrie automobile, et puis du coup arrive ensuite sciences, technologies, transport, commerce, etc., etc. Alors ce graphique est plutôt intéressant. En fait, il se lit de façon cumulative. Donc là, dans le domaine de l'information et de la communication, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a un peu plus de 50 accords d'entreprise entre 2017 et 2024 qui ont été passés et qui portent sur l'intelligence artificielle. Et le 60 qu'on voit au-dessus, finalement, c'est dans cette cinquantaine d'accords d'entreprise passés entre 2017 et 2024, il y a finalement 60 paragraphes qui portent sur le sujet de l'intelligence artificielle.
Et du coup, alors moi je me suis un peu plus intéressé sur l'industrie manufacturière, hein, l'industrie automobile, parce qu'il y avait moins d'accords, donc c'était plus facile pour moi d'aller chercher des accords alors apparaît pareil, hein, 60 paragraphes, mais en tout cas j'ai été vite fait vérifier. Et on retrouve en fait les grands champs d'application. Donc ce qui ressort en premier dans ces 34 accords dans le champ de l'industrie manufacturière, c'est l'automatisation des usines et la maintenance prédictive. Ça veut dire réduire l'interruption des productions. C'est aussi ensuite l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. C'est l'exemple du lean management que je vous donnais précédemment. Et puis, on arrive aussi en troisième sur l'analyse des préférences clients pour mieux répondre à leurs attentes. C'est aussi tous les dispositifs quand vous allez acheter une voiture, tout d'un coup, maintenant, on vous montre une voiture sur une tablette et vous voulez du rouge, 4 roues, les vitres teintées, pas teintées, une antenne, pas d'antenne, enfin, voilà. Et bien tout ça, derrière, l'intelligence artificielle va venir, finalement, en fonction de ce que vous avez répondu, vous dire, finalement, conseiller au client de prendre telle option, tel truc, a priori, ça devrait plus ou moins fonctionner. Donc voilà, donc on est sur ça à l'heure actuelle, sur les accords d'entreprise. Donc on débute, hein, là c'est 2017-2024, mais globalement, là, sur 2025, il va y avoir beaucoup plus de textes qui vont sortir et il faut vraiment que les entreprises se penchent un peu sur le sujet. Oui, on voit d'ailleurs avec les données que vous nous présentez qu'effectivement, par exemple, le domaine de la santé, qui, on le sait, va être fortement impacté par l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il fait l'objet de peu d'accords d'entreprise, par exemple. Ah oui, là, il est... C'est un peu étonnant, c'est très surprenant. L'enseignement, pareil, l'énergie, enfin, toutes les fonctions, on va dire, un peu essentielles, l'eau, les déchets... à suivre donc pour ces données en 2025 si ces accords sont passés. Alors donc pour terminer cette causerie, donc en 2025 on va encore évoluer puisqu'on a OpenAI qui a annoncé qu'on s'orientait vers une nouvelle forme d'intelligence artificielle. Alors de quoi s'agit-il? Alors donc ils ont publié ça donc le 6 janvier 2025, hein, on est le 21, donc il y a quelques jours. Et voilà, donc ça va se tourner vraiment vers la création d'intelligence artificielle générale. Donc l'intelligence artificielle générale, je vous ai dit, c'est la capacité de l'intelligence artificielle à raisonner tel qu'un être humain. Mais ça va un petit peu plus loin que ça. Alors, vous pourrez retrouver donc dans l'IA Kwasahili la définition... Dans votre guide, voilà. Qui sera téléchargeable prochainement. Et qui sera téléchargeable prochainement sur pour l'instant, il est feuilletable. Site. Voilà, pour le moment, il est juste feuilletable. Sur le site de l'ARACT. Ouais. Et du coup, surtout, c'est donc l'intelligence artificielle générale, donc capable de raisonner. Mais là, ce qui est indiqué, c'est que elle va être capable de raisonner en autonomie. Donc, elle va être capable d'apprendre de façon implicite et de pouvoir s'adapter aux prompts qui vont lui être demandés. Et puis, du coup, voilà, ils s'orientent vers l'intelligence artificielle générale aux États-Unis. En France, ils devront prendre en compte l'IA Act et sur les sources de données qu'ils vont exploiter et surtout rendre un peu transparent comment c'est exploité. Jean-Noël Amato, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette première partie des causeries consacrées à l'intelligence artificielle, aux conditions de travail, au rapport avec les entreprises. Nous vous retrouvons prochainement pour une prochaine causerie. Vous retrouvez l'ensemble de ces vidéos, bien sûr, sur le YouTube de l'Université numérique de La Réunion, sur Canalu, et vous avez aujourd'hui la possibilité de suivre l'ensemble de ces programmes en podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast, Université numérique de La Réunion. À très vite.